Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Over the Results consacré à SummerSlam 2010. Vous allez voir très clairement que, à mon sens, c'est le pay-per-view de tous les mauvais choix et des matchs qui nous annonçaient du très très lourd et finalement qui ne sont pas si bons que ça, voire mauvais. Donc c'est parti pour SummerSlam 2010. Voilà, premier match, pas de vainqueur entre Dolph Ziggler et Kofi Kingston après que la Nexus vienne attaquer les deux hommes après seulement 7 minutes de match. J'ai marqué c'est dommage parce que le match était quand même passablement bon. Mais après c'est logique parce que le pay-per-view est quand même vachement centré sur la Nexus. Même s'il n'y a pas d'enjeu dans le main event, je rappelle qu'on a la team WWE contre la Nexus dans un 7 contre 7 Elimination Tag Team match. Donc c'est vrai que le pay-per-view est quand même vachement centré sur la Nexus. Et le fait de les arrêter, même si une défaite pour la Nexus ne dissoudrait pas le clan. Je pense que vous m'avez compris. Mais après, comme je le dis, c'est logique qu'ils interviennent. Et en plus, Ziggler avait remporté le titre intercontinental 2 jours avant face à Kofi Kingston, justement, à SmackDown. Donc on va dire qu'ils n'ont pas vraiment pété un match de championnat. Ils ont simplement pété et intervenu dans un match revanche. Donc qui est gâché, c'est pas très très grave. Mais voilà, pour moi, s'il fallait faire, c'est clairement dans ce match-là. Mais ça casse un petit peu la dynamique. Deuxième match, Melina bat Alicia Fox pour devenir la nouvelle championne des Divas. Dans un match rempli de botches, à tel point vraiment que les deux lutteuses se blessent. Donc la première, Melina, à la jambe et Alicia Fox au nez. Est-ce que c'est très très bien joué? Je ne pense pas. Excusez-moi pour ces deux lutteuses s'il y a des fans. Mais pour moi, je trouve que c'est extrêmement... Ouais, c'est pas une question de bien jouer, je pense que c'est vraiment des réelles blessures en fait. Et je trouve ça vraiment dommage d'en arriver à ce point-là. C'est tellement mauvais qu'il y a des réelles blessures. Je trouve ça catastrophique. Puis en plus, ça pète clairement le rythme vu que le match se stoppe en fait simplement après les deux blessures. Le seul bon moment, c'est l'après-match lorsque Lay Cool, donc les co-championnes féminines de la WWE et de SmackDown, intervient pour attaquer Melina. Sinon, très clairement, c'est ultra mauvais, je trouve. Troisième match, Big Show bat la Straight Edge Society dans un handicap match. Pour moi, c'est le premier mauvais choix. On avait un clan, forcément avec Joey Mercury, avec Lou Gallows, CM Punk accompagné de Serena Deeb qui était très très bon. On a un match handicap contre un géant, vous allez me dire, un géant qui bat 3 lutteurs plutôt petits, ça peut se comprendre. Mais au niveau du booking, c'est ultra mauvais de faire ça parce que là, à mon sens, la Straight Edge Society avait encore de l'avenir, même si ça tournait légèrement en rond depuis un moment. Donc je comprends pas ce choix de faire gagner le Big Show. Pour moi, il n'en avait clairement pas besoin. Et en plus, le match, il est pas ouf, il est classique, je vais pas dire qu'il est mauvais, mais il est pas bon. On a un début en fait en faveur du Big Show, le reste qui est dominé par la Straight Edge Society, et puis à la manière de John Cena qui revient de nulle part comme dans le main event, le Big Show arrive à prendre le dessus et tout simplement à remporter le match. Pourquoi aussi? Parce qu'on a CM Punk vers la fin du match qui va partir en coulisses avec Serena Deeb, donc abandonnant Joey Mercury et Lou Gallows qui se feront démolir par le Big Show. Je suis pas emballé. Vraiment, pour moi, il y avait clairement mieux à faire avec ce match-là. C'est assez rapide, mais je parle déjà du quatrième match. Randy Orton bat Sheamus par disqualification. Vous l'avez bien compris, une disqualification pour un match de championnat de la WWE dans un pay-per-view qui plus est majeur, qui est SummerSlam. Pour moi, il y a un réel problème. Comment il s'est fait disqualifier? Sheamus, en fait, il va sortir du ring, il est désespéré, il va prendre une chaise et en fait, l'arbitre le voit. L'arbitre tente de prendre la chaise. Tout simplement parce que s'il se fait disqualifier, voilà, enfin je veux dire, c'est pas permis tout simplement, c'est le rôle de l'arbitre. Et en le prenant, en fait, Sheamus s'est un petit peu poussé, l'arbitre est tombé à l'extérieur du ring et le disqualifié. Qu'est-ce que vous voulez? Un finish, je pense que de cette manière-là, je pense que même à Raw, ça n'a pas sa place. Donc pour moi, c'est inadmissible, en plus que le match n'est pas vraiment transcendant. Donc pour moi, c'est vraiment le deuxième mauvais choix des officiels dans ce pay-per-view. Parce que je suis frustré, étant donné que j'étais quand même bien à fond dans ce match-là, même s'il n'est pas oufissime. Et puis on a un après-match où Orton porte un RKO sur Sheamus à travers la table des commentateurs. Mais trop tard en fait, parce que le match, il est bon, il n'est pas forcément brutal. On amène le côté brutal après le match. Donc ça, je ne comprends pas. Donc pour moi, comme je l'ai déjà dit 15 fois, c'est le deuxième mauvais choix du pay-per-view. Et là, je me dis, on est passablement sur des déceptions. Il reste 2 matchs. L'un, forcément, Team WWE contre Nexus, même je sais le mauvais choix qui a été pris quant au vainqueur. Donc je me dis, je vais me rattraper sur le dernier match qui reste, ça me fait plus ou moins bien envie parce qu'on a un style différent. C'est Kane contre Rey Mysterio pour le titre poids lourd. Et là, c'est une catastrophe.
Pour moi, le match, il est ultra chiant. On a Kane qui conserve le titre en battant Rey Mysterio avec un seul chokeslam. Mais en plus, il y a un rythme de merde. Tout le monde se fait chier. Il n'y a aucune ambiance. Il n'y a aucun gros spot. On a un cercueil à l'extérieur qui sert à rien durant tout le match. Mais qui va servir encore une fois à quoi? Pour l'après-match. En fait, les après-matchs sont pas forcément mauvais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais les matchs sont chiants, c'est le gros problème de ce pay-per-view. On a deux problèmes, on a des mauvais choix et on a des matchs chiants qui sont tous basés sur les après-matchs. Là, l'après-match, en fait, c'est qu'on a, juste après la victoire de Kane, ce dernier qui va porter 2 chokeslam et un tombstone sur Rey Mysterio et il voudra le mettre dans le cercueil. Et dans le match, enfin, même après le match, en fait, plutôt, Kane avait déjà essayé de mettre Rey Mysterio avant les 2 chokeslam justement dans le cercueil. Il l'a ouvert et le cercueil était vide. Et après les 2 chokeslam et le tombstone, il va tout simplement ouvrir le cercueil et là il y aura l'Undertaker à l'intérieur. Et qu'est-ce que l'Undertaker vient foutre là? En fait, l'histoire en fait qui était racontée, c'était pourquoi Kane affrontait Rey Mysterio. Déjà parce que Rey Mysterio avait perdu le titre contre Kane au pay-per-view précédent qui était Money in the Bank 2010, mais aussi parce que Kane avait accusé Rey Mysterio d'avoir attaqué l'Undertaker, d'où son absence des rings depuis un certain temps. Et, premièrement, c'est pas crédible parce que Rey Mysterio est tout petit. Vous allez me dire oui, c'est possible, mais bon, c'est quand même l'Undertaker. Dans la rivalité, dans le catch, c'est juste pas crédible du tout. Et là, en fait, je trouve que comment dire ça? Non seulement c'est pas crédible, mais en plus, avant même le match, donc avant même le pay-per-view, au SmackDown précédent, Rey Mysterio avait dit non, ce n'est pas moi qui ai attaqué l'Undertaker, mais c'est toi, Kane. Donc en fait, on a un immense drama, nous on a déjà toute la matière en fait, il n'y a plus rien de surprenant. Donc l'Undertaker, on s'attend clairement à ce qu'il sera dans le cercueil, surtout que ce n'est même pas un casquette match. Qu'est-ce que le cercueil vient foutre à côté du ring? Et puis en plus, je veux dire, c'est. Ouais, je l'ai dit, il n'y a aucun élément de surprise, puis c'est mal fait. On a l'Undertaker qui va vers Rey Mysterio, qui lui fait le signe je vais te buter, il va se retourner vers Kane, va essayer d'attaquer, et en plus le pauvre, la victime, il fait son retour, mais il se fait fracasser par Kane, qui lui portera un tombstone. Et voilà, je le dis très clairement maintenant, pour les gens qui ne le savent pas, mais la rivalité Undertaker-Kane va durer de nombreux mois, 3-4 mois je crois, jusqu'à Survivor Series, mais l'Undertaker ne gagnera jamais. Il aura même Paul Bearer, je vous ai déjà fait la review, à INSL 2010, et Bearer va se retourner contre lui. Non vraiment, je trouve que cette rivalité est très clairement, je trouve, un moment où on veut montrer l'Undertaker comme une grosse victime. Donc pour moi il y a beaucoup trop de mauvais choix, et vous allez voir que ma note après, tout simplement, à la fin de cette analyse, sera catastrophique. Et enfin, le main event, la team WWE par Nexus. Donc, j'ai pas marqué les lutteurs, mais vous allez le voir dans l'ordre des éliminations. Pour moi, c'est le 3e ou 4e mauvais choix du pay-per-view, si ce n'est l'un des pires, je pense, de la décennie. Pourquoi faire perdre la Nexus? Donc déjà, moi, j'étais déjà dégoûté encore en 2018 de voir ça. Mais, enfin, de savoir que la Nexus allait perdre, mais de revoir ça, ça remue le couteau dans la plaie, ça fait vraiment mal, je trouve. Et en plus de ça, je me souvenais plus du match, mais il est pas si bon que ça, quoi. Je veux dire, il est pas mauvais. Là, par contre, je vais pas être de mauvaise foi, il est pas mauvais. Ça, c'est clair. Mais il est pas. On a souvent des 5 contre 5 Survivor Series tag team, traditionnels tag team match qui sont bons. J'ai souvenir de 2014, même d'autres. Mais là, on a un 7 contre 7, donc on a potentiellement un gros traditionnel Survivor Series tag team match. Et en fait, ça tient pas ses promesses, donc je suis pas emballé, même si vous verrez à la fin de la review que la note n'est pas si mauvaise que cela. Donc maintenant, lors des éliminations, donc le premier éliminé c'est Darren Young par Daniel Bryan après un Yes Lock ou un Level Lock. Si je regarde là, vous avez bien compris que c'est parce qu'il y a toutes mes notes, hein. J'ai pas toutes les éliminations en tête. Le deuxième éliminé, pardon, c'est Michael Tarver par John Morrison après un Starship Pain, donc là on a 7-5 en faveur de la team WWE. Le troisième éliminé, c'est John Morrison par Skip Sheffield après une Closest Line. Pareil, même sort pour R-Truth 20 secondes après. Et on a un troisième éliminé du côté de la team WWE d'affilée, donc qui est Bret Hart, par disqualification après avoir utilisé une chaise contre Skip Sheffield qui avait été amené, je crois, par Wade Barrett. Justement pour que Skip Sheffield l'utilise lorsque l'arbitre avait le dos tourné. Mais Bret Hart, il est con, il l'utilise quand l'arbitre voit ça. Donc on a 4 contre 5 en faveur de la Nexus. Ensuite, on aura 2 éliminés du côté de la Nexus. Donc ça, c'est une très bonne chose dans le sens où ça varie. C'est pas toujours les mêmes qui sont en supériorité numérique et ça, c'est un très bon point. Donc 6ème éliminé, on a Skip Sheffield par Edge après un Codebreaker de Jericho et un Spear de Edge. Et on a David Otunga par Chris Jericho après un Walls of Jericho. Donc on a 4-3 en faveur de la team WWE. Ensuite, encore une fois, on a 2 éliminations du côté de la team WWE. Donc on a Chris Jericho par Heath Slater après un neckbreaker
Puis Edge par Heath Slater après un petit paquet. Donc déjà, première chose, Heath Slater qui élimine dans la même soirée et qui bat Edge et Chris Jericho. Donc ça, tout le monde l'a oublié, mais il faut le retenir quand même. Il faut retenir aussi, c'est que Chris Jericho, il a été éliminé par Heath Slater parce qu'il a frappé involontairement Cena qui était dans le coin du ring. Et il était un peu surpris de le voir à l'extérieur du ring. Et justement, Heath Slater a enchaîné après avec un neckbreaker. Puis Edge, peu de temps après, a fait la même connerie. Il a failli attaquer. Enfin, il a porté un spear en fait. Et pareil pour Edge, quelques secondes après, qui attaque involontairement Cena. Et Heath Slater le surprendra avec un petit paquet pour l'éliminer. Donc on est à 2-3 en faveur de la Nexus. Et après le match, après ces deux éliminations, on a Jericho et Edge qui vont attaquer Cena à l'extérieur du ring, mais pas forcément très longtemps. Donc on a Heath Slater, Justin Gabriel et Wade Barrett du côté de la Nexus encore. Et on a John Cena et Daniel Bryan. Je vais en parler maintenant parce que j'ai oublié de le faire. Daniel Bryan qui avait fait son retour à SummerSlam 2010 après l'attaque de la Nexus, la toute première qu'on avait vue à Raw. Et en fait, il remplaçait le Miz. Le Miz qui avait trop tardé à donner sa réponse à Cena. Et Cena, ainsi que les autres, avaient dû trouver un autre partenaire. Et malheureusement pour le Miz, ils avaient choisi Daniel Bryan. Donc le Miz qui avait accepté dans le pay-per-view quelques minutes plus tôt, se retrouve sur la touche. Donc il ne participe pas au match. Mais on a 10e éliminé Heath Slater par Daniel Bryan après un level lock. Donc on est à 2-2. Puis 11e éliminé, on a Daniel Bryan par Wade Barrett après que le Miz soit intervenu sur le ring pour porter un coup de mallette dans la tête de Bryan. Donc on se retrouve à 1-2. On a Wade Barrett et Justin Gabriel contre John Cena. Et c'est là que pour moi tout bascule. Pourquoi avoir fait simplement gagner John Cena? Il est tout seul. À la limite, ils auraient pu faire comme Survivor Series 2014 où Dolph Ziggler avait gagné le match pour lui avec l'aide de Sting, mais John Cena était dans le match et a été éliminé plus tôt. Pourquoi là, c'est pas John Cena qui s'est fait éliminer plus tôt et Daniel Bryan qui est resté en dernier? Ça aurait plus de sens quitte à faire perdre la Nexus. Donc on a les deux dernières éliminations. Donc on a Justin Gabriel par John Cena après un 450 splash manqué de Gabriel. Puis peu de temps après, on a Wade Barrett par John Cena après un STF. Donc seul survivant, si on peut dire ça comme ça, John Cena. C'est décevant. Vraiment, c'est décevant. Comme j'ai dit, il aurait fallu mettre Daniel Bryan là ou tout simplement faire gagner la Nexus qui, après ce match-là, il y aura eu des bons spots, mais comme par exemple John Cena qui intègre la Nexus en perdant face à Wade Barrett à l'NSL 2010. Mais sinon, ça a été mauvais. À partir de là, la Nexus, malheureusement pour moi, parce que c'est vraiment mon clan préféré et ma période préférée à la WWE, n'aura jamais toutes les promesses qu'ils avaient, on va dire, tenues lors de leur début quelques mois plus tôt. Donc maintenant, on va passer aux notes. Donc vous voyez, j'ai mis un 7,5 sur 10 pour le main event. Sinon, je crois que la deuxième meilleure note, c'est l'opener avec un 7. Le 4,5 sur 10 entre Amy Mysterio et Kane qui est très mauvais à mon sens. Et puis le 2 qui est encore très gentil entre Melina et Alicia Fox. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je répète vraiment, mais tant qu'on ne sera pas arrivé aux 2000 abonnés, je ne cesserai de le répéter. On y est tout bientôt. Et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.